Les gens ne réalisent pas toujours que le numérique maintenant c'est devenu de la géopolitique. Ou en tout cas ça a une vraie dimension géopolitique. Question simple, bateau et de pédagogie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'appel de Paris? Voilà, pour celles et ceux qui l'ignorent. Donc en deux mots d'abord, à l'ONU depuis plus de 20 ans, depuis le premier virus informatique, les États essayent de réguler les comportements des États pour empêcher la cyberguerre mondiale. Et il y a des négociations intenses. Mais la France a considéré que, en fait, la guerre cyber, elle a des caractéristiques différentes des conflits anciens. Et en particulier, la société civile est très impliquée, à la fois parce que l'affrontement se déroule sur leurs infrastructures et parce qu'ils sont souvent les premières victimes et parce que les solutions peuvent venir d'eux. Et donc nous avons voulu élargir le champ du débat et lancer un appel ouvert à la société civile, aux entreprises, aux chercheurs, aux États, que le président de la République a lancé il y a 3 ans et qui a maintenant plus de 1000 supporters, dont des entreprises des 5 continents. Quels États et entreprises majeures donc, des entreprises des 5 continents, donc, qui vous pouvez imaginer, Huawei, Cisco, Kaspersky et plein d'autres, puisqu'il y a 650 entreprises. À peu près tous les États, 80 États, donc tout l'OCDE, toute l'Europe, mais aussi le Sénégal, le Chili, l'Argentine, Singapour et 350 organisations de la société civile. Ensemble, nous travaillons à trouver de nouvelles solutions. Donc c'est pas une institution, l'appel de Paris, c'est un forum de débat, de travail, qui remettra des conclusions en novembre prochain au ministre des Affaires étrangères. Et la France s'en sert pour pousser à l'ONU un agenda légèrement différent. Donc par exemple, pour faire très court, on défend maintenant l'idée que les débats sur le cyber ne doivent pas seulement porter sur des normes et des traités, mais aussi sur comment améliorer la sécurité concrètement. Et on plaide pour un programme qui va dire c'est bien de s'interdire des saloperies, mais c'est bien aussi d'améliorer la résilience des systèmes et de partager le savoir-faire en matière de sécurité et d'avoir des normes de bon développement informatique. Voilà, donc, et ça vient du Paris Call, c'est-à-dire c'est parce que les entreprises ont dit t'es gentil, mais moi j'ai trop d'infrastructures pourries, trop de problèmes, et il suffit pas d'avoir les États qui s'engagent à ne pas faire de saloperies. Voilà un peu l'appel de Paris. Qu'est-ce qui est sorti de la réunion, la communauté appel de Paris, donc, qui a eu lieu en début de semaine ici au Grand Palais à Lille? Oui, alors c'est pas toute la communauté. En fait, à chaque grand événement cyber, on réunit les participants de l'appel de Paris qui sont là. Et ça nous permet d'avoir une conversation permanente sur toute la surface du globe. Et là, cette fois-ci, c'était très intéressant parce qu'on a pris 3 sujets majeurs que creuse l'appel de Paris et où nous trouvons qu'il y a un manque de substance dans les conversations entre diplomates. Donc c'était la protection du cœur public d'Internet, c'était les menaces sur la propriété intellectuelle et c'était la non-prolifération. Et là, on a fait parler des chercheurs de très haut niveau, qui nous ont fait part de l'état de l'art et des toutes nouvelles problématiques. Et ça a l'air bête, hein, mais que l'appel de Paris, enfin que dans un monde de diplomatie, on prenne le temps de revenir aux fondamentaux des choses, c'est important. Pour terminer sur l'appel de Paris, quelle évolution on peut noter depuis le lancement de l'appel il y a maintenant 3 ans? Il y a des bonnes et il y a des moins bonnes. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que sur les sujets qui nous sont chers, c'est-à-dire les manières d'appliquer concrètement le droit international dans le cyberespace, aujourd'hui, il y a un niveau de maturité de la réflexion qui est grand. On creuse par exemple des questions très compliquées comme ce qu'on appelle les due diligence, vous savez. Les devoirs qu'a éventuellement un État d'arrêter des cybercriminels, donc ce n'est pas un acteur étatique, mais qui sont sur son territoire et qui frappent à notre État. Ouais. Donc sur ces questions-là, on s'approfondit. Et quand je disais le bilan est partagé, mais ça donne raison à l'appel de Paris. On voit aussi quand même que le monde se crispe, que les positions divergent, que le conflit entre modèles de civilisation s'exacerbe et que les thèses des démocraties libérales n'ont pas toujours le vent en poupe. Mais raison de plus pour faire bloc au sein de l'appel de Paris. Très bien. Alors, on peut du coup enchaîner avec le thème de cette soirée qui était la nouvelle guerre froide dans le cyberespace. D'abord, juste pour vraiment qu'on puisse avoir conscience de qui vous êtes, quel est votre rôle, ambassadeur pour le numérique? Si je dois faire court, je vais vous dire 2 choses. D'abord, que les gens ne réalisent pas toujours que le numérique maintenant c'est devenu de la géopolitique. Ou en tout cas, ça a une vraie dimension géopolitique. Oui, tout à fait. Dans toutes sortes de dimensions. Donc on a beaucoup parlé cet après-midi des conflits armés, qui peuvent être des conflits cyber. Mais en fait, par exemple, savoir si tous les pays du monde maîtriseront l'intelligence artificielle ou s'il n'y aura que 2 ou 3 superpuissances. Savoir si on est en train réellement, dans notre effort d'aide publique au développement, d'aider les pays à se développer, ou si on finance
leur transition vers la vieille économie. Savoir comment les États s'entendent pour avoir un dialogue sérieux avec les réseaux sociaux pour empêcher les fake news et les deepfakes. Vous voyez, il y a de très nombreux actes de diplomatie qui sont déterminés par le numérique. Et donc il y a un ambassadeur, en ce moment c'est moi, qui coordonne notre diplomatie numérique. Et je viens d'y faire allusion. C'est pas qu'une diplomatie du conflit, c'est aussi notre diplomatie économique, c'est aussi notre défense des droits de l'homme, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la culture. Et ensuite, le numérique au sens large. Voilà, et au Quai d'Orsay, il y en a un là caché dans les coulisses, il y a des équipes de grands talents sur chacun de ces sujets, mais il fallait quelqu'un à la fois pour le représenter et pour parfois le coordonner. Il est vrai, nouvelle guerre froide dans le cyberespace, mais qu'est-ce qui peut nous faire redouter ça aujourd'hui, au-delà du potentiel duel sino-américain qui s'offre à nous? Alors d'abord, je pense que ce qui est très intéressant dans le long débat et l'intervention de la ministre qu'on a eue aujourd'hui, c'est que je crois qu'on est tous tombés d'accord sur le fait qu'il y a de réelles analogies et de réelles différences avec la guerre froide. Alors évidemment, on rend des analogies, c'est inquiétant d'ailleurs. Honnêtement, il y a bien deux blocs. Ils ont bien décidé de se confronter durement. Ils ont des stratégies de coalition, ils ont des stratégies de détournement du droit international. Et ça n'est pas forcément rassurant pour l'Europe, parce qu'on ne veut être ni le théâtre d'affrontement, ni l'otage. Au rang des différences, et c'est inquiétant aussi, au fond la guerre froide, elle s'est quand même jugulée par la dissuasion. Donc on disait si tu attaques, je vais te frapper tellement fort que tu le regretteras. Dans le cyber, aujourd'hui, on peut maquiller durablement son attaque, pas éternellement, mais durablement. Et on peut pas facilement prouver à l'autre qu'on sait le frapper, tant qu'on n'a pas fait. Et puis surtout, les menaces deviennent beaucoup plus hybrides. Les États, la société civile, les cyberterroristes, les cybercriminels, des groupes, parfois même des individus, se mêlent de cette conflictualité. Et moi, j'ajoute, parce que justement, je suis ambassadeur pour toutes les affaires numériques, il y a aussi le risque qu'on finisse par détruire Internet. Si on arrête de financer le cœur public d'Internet et de le gouverner comme un commun, si les normes techniques sur TCP/IP ou IPv6 sont prises en otage par des conflits géopolitiques, si les États se font tous des DNS nationaux et censurent massivement Internet par des censures du DNS. Donc voilà, mais du coup je viens d'énumérer aussi quelques-unes des raisons qui font que... Enfin, je pourrais en parler 3 heures. Oui, aujourd'hui, le choc des blocs, il est terrible. Et ça touche aussi aux câbles, à la capacité à produire des puces, au contrôle de l'intelligence artificielle, à la circulation des données. C'est pas du tout qu'un conflit entre des armées. Hein. Et justement, comment l'Europe aujourd'hui peut essayer de lutter contre ça Bon, d'abord, je pense que l'Europe a pris conscience qu'elle est un acteur géopolitique et que c'est son destin, pour toutes sortes de raisons. Et cette commission-ci est particulièrement engagée là-dessus. On a prouvé à plusieurs reprises que quand on s'entend entre nous, on est un acteur qui peut imposer ses visions de régulation. Après tout, le RGPD, ça a maintenant, dans sa première version, une quinzaine d'années. Là, sur le Digital Market Act, sur le Digital Service Act, on porte des thèses que le monde regarde. Il ne faut pas non plus baisser les bras. Il y a parfois des défaitistes qui disent finalement on n'a pas de géant de l'économie numérique. Mais c'est une vision un peu courte vue. C'est-à-dire en fait on a raté la révolution qui s'est jouée dans la Silicon Valley sur le consumer internet sur une vingtaine d'années. On a joué une part majeure dans l'invention même du numérique, y compris d'ailleurs le routage par paquet qui s'invente à l'INRIA, la DSL, le triple play qui s'invente en Europe. C'est vrai. Et on a de beaux restes dans la santé du futur, dans les villes du futur, les transports intelligents, on a des cartes à jouer. Ce qu'on a un peu raté, c'est le business model de la pub sur lequel a été fondée la Silicon Valley. Donc, moi, je pense qu'on est là et il faut juste apprendre à s'affirmer en disant, vous savez quoi, notre destin, il ne sera pas décidé par votre conflit. On a des alliés quand même dans ce conflit, hein. Il y en a dont on est plus proche que d'autres. Mais notre destin ne sera pas écrit dans ce conflit et il sera écrit dans notre projet à nous. Moi, je trouve que sur les sujets numériques et de diplomatie numérique, les Européens se comprennent vite et s'articulent facilement. Donc oui, quand on dit qu'il y a une vraie coopération, c'est pas de la langue de bois, c'est pas pour assurer... Vous avez mentionné le Paris Call, mais il y a aussi eu le Christchurch Call, ou là notre initiative de Programme of Action. Et en général, il ne faut pas 2-3 semaines pour que tous les Européens fassent bloc et défendent la même chose, quoi. Dans le prolongement du coup de ce que vous êtes en train de dire, on voit que la sécurité numérique, la cybercriminalité se mélangent aujourd'hui aux enjeux politiques. Et justement, vous avez un peu évoqué des cas pratiques potentiels tout à l'heure, mais jusqu'où cela peut aller réellement aujourd'hui? Jusqu'où cette escalade en Prenez fait le pire et multipliez par 4 et mettez-le au carré. Die Hard 4, c'est de la blague. Un État fou, dans un conflit majeur, il peut faire tomber tous vos avions. Essayez. Nous, on sait se défendre. Videz votre banque centrale, arrêtez tous vos hôpitaux.
couper le courant en Irlande et il n'y a plus un data center en Europe qui fonctionne. Donc aujourd'hui, seule l'imagination est la limite de ce qu'on peut inventer avec des cyberattaques. Il y avait un petit roman de science-fiction très, très malin, dont j'ai oublié le titre, où les criminels, ils arrêtaient des peacemakers et donc ils faisaient de l'assassinat ciblé en cyberattaque, juste en arrêtant les peacemakers. Voilà, enfin je veux dire, il n'y a aucune limite à l'imagination de ce qu'on peut faire en cybercriminalité. Après, on sait se défendre quand même, et nos infrastructures critiques et nos opérateurs d'importance vitale en France sont protégés. Mais si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut craindre, lisez de la science-fiction, regardez les scénarios d'Hollywood. Sky is the limit, comme vous disiez, c'est ça. À titre personnel, si on devait dessiner la journée type d'un ambassadeur pour le numérique La journée type, c'est d'abord qu'il n'y a pas de journée type, parce qu'il y a un flux ininterrompu d'urgences, de problèmes, d'agressions, de décisions à prendre, de négociations internationales. Mais fondamentalement, il y a beaucoup de travail multilatéral à l'ONU, à l'OCDE, à l'OSCE. Il y a du travail bilatéral, parce qu'on a des dialogues stratégiques avec des grands pays amis et avec des grands pays moins amis, où on part en délégation conduite par l'ambassadeur pour s'expliquer et se dire les choses. Il y a de grands combats de régulation des plateformes, où là c'est différent parce qu'on n'a pas une autorité internationale. Donc il faut partager nos analyses et en convaincre des collègues et faire plier ces entreprises. Et puis peut-être juste pour terminer, nous introduisons en ce moment, parce que vous le savez peut-être, moi j'ai un passé de créateur d'entreprise dans la tech. J'ai été le DSI groupe de l'État et le Quai d'Orsay en ce moment est en train de montrer aussi que la diplomatie numérique, ça peut passer par le code, ça peut passer par les outils numériques. Et je mentionnerai juste un projet auquel nous sommes très attachés qui s'appelle l'Open Terms Archive. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, pour faire face à ce monde où quand même le quotidien de la plupart des consommateurs et des citoyens, il est décidé par les conditions générales d'utilisation des entreprises, de milliers d'entreprises et des CGE qui changent tout le temps et de manière non transparente. Nous, on a juste décidé de créer la transparence. Et donc, nous avons ouvert, et maintenant on appelle la contribution, la base de données de toutes les conditions générales d'utilisation, de toutes les boîtes du monde, dans toutes les langues du monde, et de tous leurs changements. Et la transparence que nous créons peut rééquilibrer le rapport de force entre les États, les régulateurs, les entreprises, les consommateurs. Par exemple, la mini-polémique amusante de la semaine, cette semaine c'est la semaine de Proton Mail, et ben nous on a flagué le moment où ils ont changé leur CGU et ils ont dit en fait on obéira aussi au droit suisse. Et du coup c'est parti sur Twitter parce que notre système a dit bah, tiens il vient d'avoir un petit changement intéressant. Donc des semaines chargées, très chargées. Totalement imprévisibles. Oui, avec donc des axes en revanche. Mais au fond il y en a un, si je dois vous donner l'axe, la France, et c'est pas moi qui l'ai inventé, je suis mandaté par le président de la République. Nous, on défend cet Internet neutre, libre et ouvert, un peu celui des pères fondateurs. On a conscience qu'il y a des menaces, les acteurs malveillants, les déséquilibres de puissance et les monopoles, et les externalités négatives que, malgré elles, les boîtes pourraient générer, par exemple, le 6 janvier. Facebook ne voulait pas convaincre les Américains que Trump avait gagné, mais certains se sont auto-intoxiqués et ont attaqué le Capitole. Donc, acteurs malveillants, cybercriminels, État. Et donc voilà, nous essayons de revenir à l'Internet ouvert, contributif, transparent, coopératif des débuts. Et on sait que pour ça, il faut trouver des solutions à ces trois grandes menaces. Et ça guide tous les choix, tous les jours que nous faisons quand arrive une question sur la Déclaration universelle des droits de l'enfant, ou une question sur le développement d'un pays d'Afrique, ou une question sur faut-il condamner telle action. On juge par rapport à ce critère-là. Une dernière question peut-être. Est-ce que la création de ce poste en 2017, donc vous aviez eu un prédécesseur, vous avez qui est célèbre maintenant parce qu'ensuite il a été l'ambassadeur à Kaboul. C'est vrai. Et vous êtes maintenant ambassadeur donc, pour le numérique depuis 2018. Maintenant, ça commence à faire un petit peu. Vous avez pris de la bouteille, du coup, si j'ose dire, dans ce rôle-là. Et est-ce que ce rôle-là, justement, a fait évoluer les mœurs, notamment au sein du ministère Est-ce qu'on prend davantage, du coup, grâce à ce rôle-là, conscience des enjeux cyber? Oui, alors d'abord, ça les fait évoluer à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous regardez bien, il y a maintenant des homologues dans presque tous les pays d'Europe. Alors avant nous, quelques mois avant nous, il y avait eu un Danois. C'était pas la même définition que la France, puisque lui, il était ambassadeur dans la Silicon Valley, avec un bureau. Mais maintenant, il y a un ambassadeur numérique à peu près sur le même portefeuille que nous, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède. Donc, du coup, ça a produit des discussions intéressantes en Europe, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les affaires étrangères de l'Europe, elles n'étaient pas faites à la Commission. Elles étaient faites au Service européen d'action extérieure.
Donc du coup, la Commission et le SEE se sont dit mais il faut qu'on se parle, puisque les enjeux marché intérieur, c'est aussi des enjeux diplomatiques. Ça a provoqué une redistribution un peu dans l'interministériel, parce que le Quai d'Orsay a tenu son rang et a pu dire à l'intérieur, aux armées, à l'économie, à la culture, à la recherche, travaillons ensemble. Et oui, ça provoque des choses au Quai d'Orsay. Comme j'ai déjà dit, le Quai d'Orsay faisait déjà beaucoup de numérique. Pour eux, c'est un signal très clair que ce soit porté par un ambassadeur. C'est pas moi qui ai inauguré le titre d'ambassadeur, c'est mon prédécesseur. Mais avant, il y avait déjà une diplomatie cyber, mais elle était vue comme plus technique parce que c'était pas un ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup Henri Verdier donc, pour vos réponses et cette interview pédagogique qui nous a appris à mieux connaître votre rôle et à mieux l'appréhender. Donc merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci.